Bonjour et bienvenue pour une vidéo sur le thème de l'alimentation et des poisons alimentaires. Pour cette vidéo, j'ai choisi d'interviewer Marine Miguet. Marine, bonjour. Bonjour. Alors, j'entends régulièrement parler de poisons dans l'alimentation, de choses que nous mangeons quotidiennement et qui ne seraient pas bons pour nous. Alors, je savais qu'il y avait les pesticides et les produits qu'on peut donner aux animaux, mais je pense qu'il y a autre chose comme par exemple le gluten. Pourquoi le gluten? Alors déjà, qu'est-ce que le gluten et pourquoi le gluten serait mauvais pour nous? Alors, qu'est-ce que le gluten? Le gluten, en fait, c'est une protéine des céréales. Cette protéine est pro-inflammatoire, c'est-à-dire qu'elle va être très mal, voire quasiment pas du tout digérée au niveau de l'estomac. Elle va créer des fermentations au niveau intestinal. Ces fermentations vont venir irriter la paroi intestinale et détruire les villosités intestinales. Et du coup, créer ce qu'on appelle une perméabilité intestinale, c'est-à-dire que normalement, vos cellules qu'on appelle les entérocytes sont censées être collées les unes aux autres. Quand il y a une perméabilité, en fait, elle se décolle, c'est-à-dire qu'au lieu que les nutriments passent par la cellule et arrivent dans le sang, et en fait, elles passent entre les cellules et arrivent dans le sang. Donc du coup, on se retrouve avec des terrains allergiques. Alors, il n'y a pas que le gluten qui fait ça, mais le gluten en est en partie responsable. La deuxième problématique du gluten, c'est que on se rend compte que dans les cas d'autisme, elles peuvent être impactées, enfin elles peuvent être en cause. Ça rend dépendant, c'est-à-dire que je défie quiconque d'arrêter de manger des céréales, mais vraiment toutes sortes de céréales, et de ne pas être en manque au bout de 10 jours. Mais vraiment, ça, c'est un défi que je vous lance. Donc globalement, c'est pour ça que c'est un poison, c'est-à-dire qu'en fait, ça vient biaiser nos récepteurs sensoriels et ce côté dépendant qui est quand même pas naturel, ça, il faut quand même se le dire, quoi. Alors, tu parlais de dépendance au gluten. J'ai entendu aussi qu'il y avait une étude qui a montré qu'il y a une forte dépendance au sucre, notamment au sucre raffiné, et que ça constituerait une sorte de deuxième poison de notre alimentation, notamment industrielle. Oui. Voilà, c'est quoi le lien entre le sucre et notre santé? Alors, le sucre, il faut savoir que nos chères industries agroalimentaires en mettent de partout. Mais quand je dis de partout, c'est y compris dans le jambon de la charcuterie. Il y en a de partout. Ah, mais je vous invite à regarder les ingrédients quand vous prenez une tranche de jambon. Je vous invite vraiment à regarder les ingrédients parce que vous pouvez avoir des surprises et avoir du sucre ajouté, en fait. Pour la simple bonne raison, c'est qu'ils se sont rendus compte que le sucre permettait de rendre dépendants les gens. Et ça c'est une étude qui a été faite par le CNRS de Bordeaux, enfin par un des ingénieurs du CNRS de Bordeaux, où il travaillait sur des rats accros à la cocaïne ou à l'héroïne, je ne me souviens plus exactement. Et un matin, il est arrivé au bureau et il a dit on va changer le petit déjeuner des rats, et il leur a mis de l'eau et du sucre. Juste de l'eau et du sucre en disant allez, on change le truc. Et même lui ne s'attendait pas à faire cette découverte parce qu'il s'est rendu compte que sur 180 rats ou 120 rats testés, c'était 120 rats testés qui étaient accros à l'héroïne ou à la cocaïne, je ne me souviens plus de 80 demandaient de l'eau et du sucre à la place de la drogue. D'accord, donc l'idée que le sucre industriel raffiné serait plus addictif que la cocaïne ou oui. d'autres substances. Pour la simple bonne raison, c'est que ce soit la cocaïne, que ce soit l'héroïne, que ce soit la marijuana, etc., en fait, chaque drogue active une zone du cerveau. Le sucre active les 5 en même temps. Donc quand on fait un sevrage au sucre, on fait comme si on faisait un sevrage de 5 drogues en même temps. D'accord. C'est costaud. Alors, dans les commentaires que je peux entendre aujourd'hui, anti-gluten ou anti-sucre, il y a une réflexion que je trouve très pertinente qui est pourquoi est-ce que nous on aurait des problèmes alors que nos parents qui consommaient aussi des céréales, qui consommaient du sucre, ou nos grands-parents ne semblaient pas avoir les problèmes que nous on peut avoir aujourd'hui? Alors, c'est une très bonne question. En fait, il y a deux choses à prendre en compte. Il y a déjà la régularité à laquelle on en mange. C'est-à-dire que nos grands-parents mangeaient plutôt des pommes de terre. Pas tellement, les céréales, ils ne mangeaient pas du riz à outrance, ils ne mangeaient pas du blé à outrance. Ils étaient plutôt justement sur de la pomme de terre, qui n'a pas tout à fait le même impact. La première chose. La deuxième chose, c'est que les molécules entre le blé d'il y a 50 ans et le blé actuel, il y a quand même eu une évolution au niveau de l'agroalimentaire. C'est-à-dire qu'on a des blés qui sont transformés. Le blé primaire, vraiment la céréale primitive, elle n'existe quasiment plus. Aujourd'hui, on a cherché à avoir des blés à haut rendement, des blés qui résistent à tel et tel insecte, des blés qui justement lèvent bien pour faire du bon pain, etc., pour bien coller au niveau des intestins. Enfin, le but, il est là. Après, il y a, je pense, une troisième chose qu'on ne voit pas, c'est-à-dire ce qu'on appelle la bioaccumulation au fur et à mesure de la chaîne alimentaire. C'est-à-dire que, si vous regardez, il y avait aussi moins de cancers
par le passé. Oui, tout à fait, oui. Enfin, je veux dire, c'est que si on reprend sur ne serait-ce que 50 ou 60 ans, il y avait globalement, je dis pas moins de maladies, mais en tout cas, il y avait les maladies telles que l'autisme, les maladies telles que l'hyperactivité chez les enfants, les maladies telles que le cancer. Enfin, aujourd'hui, ça explose. Les maladies de Crohn, les fatigues chroniques aussi. Tout ça, c'est pas que ça n'existait pas. Je pense qu'on les diagnostiquait aussi mal. Mais globalement, c'était quand même des maladies. Enfin, nos grands-parents sont quand même en meilleure santé que nous. Ils ont peut-être des maladies inflammatoires, mais globalement, ils étaient rarement malades. Enfin, moi, le nombre d'anciens où quand je leur pose des questions, ils me disent ah non, moi, j'ai jamais été malade. Voilà, ils prenaient un rhume de temps en temps et encore. Globalement, ils avaient plutôt des santé de fer parce que justement, ils étaient déjà dans des. Le chauffage, c'était pas le chauffage qu'on avait maintenant. L'alimentation, ils étaient quand même très fruits et légumes. Je veux dire, c'est que moi, sur ma patientèle, il n'y a que les personnes âgées qui mangent des légumes. La plupart des gens qui ont 30, même 40 ans, ils ont quand même une alimentation qui est plutôt industrielle et plutôt à base de féculents et de viande, ce qui n'est pas l'alimentation naturelle de l'homme. Et puis j'imagine qu'à l'époque aussi, il y avait plus de mouvement, parce que les gens étaient plus physiquement impliqués dans leur travail qu'aujourd'hui. Alors, il y avait la partie mouvement, parce que c'est vrai que les gens travaillaient plus à l'usine, à la chaîne, donc ils étaient moins assis, ils étaient moins sédentaires. Les femmes étaient plus des mères au foyer. Globalement, ça coûtait cher. Donc les fruits et légumes, l'avantage, c'est que vous aviez un potager, vous le faisiez vous-même, et puis on n'en parlait plus. La viande, on n'en consommait pas à outrance, parce que c'est pareil, il y avait un coût. Après, globalement, ce qui a fait le changement, vraiment cette bascule, c'est les 30 Glorieuses. C'est vraiment la période d'après-guerre qui a complètement tout changé, parce qu'il y a eu une révolution industrielle qui a été majeure. On a aidé, déjà les femmes, elles avaient connu le travail pendant la guerre, et elles se sont dit, non mais attendez, moi c'est hors de question que je retourne en gros élever les enfants, clairement. Donc du coup, elles se sont émancipées par rapport à ça. Elles ont eu le droit de vote, donc quand même fin d'après-guerre. Tout ça mis bout à bout, on fait l'industrie a été obligée de s'adapter. Donc on a commencé à faire, c'était les premières pubs sur les plats tout prêts, l'apparition du micro-ondes, enfin voilà, des choses comme ça. Alors qu'en fait, c'est quand même pas ce qui est nécessaire à l'organisme. D'autant plus qu'il y a une étude, c'est en Allemagne, qui est sortie, alors qu'il y a déjà 2 ans maintenant, qui a démontré que les cimetières devaient s'agrandir parce que la décomposition des corps était beaucoup plus lente, due justement à l'ingestion des additifs alimentaires, des conservateurs. D'accord. Ben en fait, ça nous conserve nous aussi. C'est pas mal. Ok. Du coup, par rapport à tout ce questionnement alimentaire, cette alimentation industrielle riche, naissent des courants comme le crudivorisme. Alors, qu'est-ce que le crudivorisme ? Alors, le crudivorisme, c'est effectivement un mouvement qui tend, on va dire, au niveau philosophie, à se rapprocher de ce que l'être humain a besoin. Ça, c'est la théorie. Après, la pratique, chacun va faire sa pratique, on va dire. C'est-à-dire, il ne mange que des fruits et des légumes crus. Voilà, uniquement. C'est-à-dire cueillis de l'arbre ou cueillis de la terre, etc. Mais tout ce qui peut se manger cru. Donc, autant vous dire que même les pommes de terre, les tubercules, ils ne les mangent pas parce que cru, c'est quand même pas, c'est quand même pas génial, quoi. Donc, le crudivorisme, c'est ça. C'est-à-dire, c'est manger le maximum d'aliments crus, vivants, en fait, tout simplement, non transformés, qui sont riches en nutriments, qui sont riches en enzymes digestives aussi, donc du coup, qui n'affaiblissent pas le pancréas. Et voilà, c'est le but du crudivorisme. Alors, quelle différence entre, par exemple, le crudivorisme et des mouvements peut-être plus connus comme être végétarien, végétalien, vegan ou même hygiéniste ? C'est quoi la différence avec tout ça ? Alors, le végétarien, il mange, comme son nom l'indique, végétal, mais il mange aussi tout ce qui est issu des animaux, c'est-à-dire ça peut être le lait de la chèvre, de la vache, ça peut être les œufs, principalement. Il ne mange pas d'animaux, le végétarien ne mange pas d'animaux. D'accord, donc tout ce qui n'entraîne pas la mort de l'animal, il peut le manger. C'est ça, voilà, y compris du coup les produits dérivés. Le végétalien, lui, ne mange pas du tout de produits animaux, y compris le lait, les œufs. D'accord ? C'est-à-dire que lui, c'est pur et dur du végétal, clairement. Le vegan, lui, c'est un végétalien encore plus puriste, je dirais, parce que c'est un végétalien, mais en plus, il ne va pas porter de cuir, il ne va pas porter de sacs ou de vêtements qui sont issus des animaux, c'est-à-dire de peau de lapin, de fourrure, etc. Puisque ce mouvement se développe et qu'il y a du coup ses partisans, ses détracteurs, j'aimerais que tu nous dises quels sont les bénéfices que nous pouvons attendre d'une alimentation qui tend vers le crudivorisme.
Les bénéfices sont majeurs, vraiment. C'est-à-dire qu'on a... Alors, ça va être en deux temps. Généralement, une personne qui passe d'une alimentation, on va dire, traditionnelle, c'est-à-dire viande, féculents, etc., au crudivorisme, elle va passer par des phases pas très marrantes et clairement pas très glamour. Parce que du coup, vu que le crudivorisme remet en mouvement pas mal de choses, elle va se détoxifier de façon importante. Ça peut même être dangereux dans certains cas, parce que s'il y a trop de toxines, il faut vraiment y aller par palier et surtout ne pas hésiter à mettre des plantes drainantes pour justement aider le corps à se nettoyer. Mais globalement, c'est un mieux-être digestif, c'est-à-dire qu'on n'a pas ces sensations de lourdeur après les repas qui sont importants, une énergie mais décuplée, pas faim, chose qui est assez impressionnante, mais on n'a pas faim. On maintient son poids. C'est-à-dire que pour ceux qui sont en excédent de poids, et ben justement, on va maigrir jusqu'à arriver à son poids de forme. A l'inverse, pour ceux qui sont maigres, ils peuvent retrouver du poids en étant comme ça. Voilà, je dirais que globalement, l'intérêt du crudivorisme, il est principalement là, quoi. Est-ce que c'est une approche qui pourrait avoir des contre-indications, des situations ou des personnes pour lesquelles ce serait surtout à éviter ce genre d'alimentation? Je vois pas, à mon sens, de contre-indication sur le crudivorisme. La seule chose que je vois, c'est, comme je vous ai dit, de ne pas y aller de façon drastique. C'est-à-dire que des personnes, je pense notamment, alors vraiment les personnes qui sont hyper malades, les cancers, les choses comme ça, je veux dire, c'est qu'il ne faut pas passer directement au crudivorisme sans être accompagné par un naturopathe en l'occurrence, parce que ça peut être dangereux, réellement dangereux, parce que justement on va favoriser la sortie de toxines, mais il faut quand même que tout ce qui est émonctoire, c'est-à-dire le foie, les reins, les poumons, etc., puisse encaisser cette sortie et que le corps puisse justement faire sortir. Sinon, je ne vois pas de contre-indication majeure du crudivorisme. Ok, donc l'idée c'est faire des changements pas à pas pour que l'organisme s'habitue, oui. Comme des paliers de décompression. C'est ça. C'est ça, sûr, c'est que vous passez pas, c'est un petit peu comme quand on fait un jeûne. Quand on fait le jeûne, les jeûnes d'une semaine, on fait la semaine qui précède le jeûne, on enlève en tout début de semaine tout ce qui est produits carnés, tout ce qui est animaux, tout ce qui est poissons, etc. Ensuite, on va enlever les féculents, d'accord, donc le riz, les pâtes, tout ce qui est blé, le pain, des choses comme ça. Et on va rester que sur des fruits et des végétaux fin de semaine. Et après, on attaque le jeûne, parce que justement, on a déjà enlevé pas mal de choses, quoi. Alors justement, en quoi ça consiste de faire un jeûne ? Alors, on mange pas. On mange pas. Le but, c'est quand même de permettre à l'organisme de se régénérer. Pour la simple raison, c'est que le corps, c'est une machine qui est extrêmement complexe, d'accord ? Qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, on mange beaucoup trop par rapport à notre capacité en tout cas. Le jeûne va permettre de mettre un petit peu toutes les fonctions digestives au repos, mais pas que, le système nerveux, etc. Et en fait, on se sent mais extrêmement bien après un jeûne, c'est-à-dire qu'on n'a même pas envie de reprendre l'alimentation. Pourquoi ? Parce que c'est un petit peu toute la journée pareil. C'est-à-dire qu'à partir de, je vais vous dire 9h30, 10h du matin, le corps rentre en phase d'assimilation. C'est-à-dire que quand vous mangez la journée, lui il va assimiler. Jusqu'à peu près, on va dire, 21h. C'est pour ça qu'il faut manger plutôt à 19h et pas à 20h ou 20h30. Donc là, on est en phase d'assimilation. De 21h jusqu'à 10h du matin, le corps est en phase d'élimination et de régénération. C'est-à-dire que c'est pendant la nuit qu'il régénère ses tissus. Donc le problème, c'est que si on apporte une alimentation qui n'est pas optimisée, on va dire, on va saturer ses fonctions au niveau de l'organisme, c'est-à-dire son foie, ses reins, etc. Ce qui fait que pendant la nuit, déjà, on peut avoir des réveils nocturnes, parce que si le corps a trop de boulot, et ben, lui, il va dire « Oula, mais moi j'ai besoin d'énergie, donc hop, pour faire carburer un petit peu la machine ». Donc ça, c'est une chose importante. Donc le jeûne va permettre justement d'aider à la régénération, de nettoyer ces toxines, c'est-à-dire, alors généralement on fait des jeûnes hydriques aujourd'hui, on ne fait plus des jeûnes secs comme ça a été le temps avant, parce que les gens n'ont pas la capacité de les supporter. C'est-à-dire que l'avantage de l'eau, c'est que ça va permettre justement de nettoyer, vraiment de nettoyer, et les gens, enfin moi tous ceux que j'ai accompagnés ou les stages que j'encadre, ils me disent tous que mais c'est génial quoi, parce qu'ils se sentent bien. Il y a 48 heures difficiles à passer, mais après, c'est évoque la galère quoi. Est-ce que ça veut dire que si notre organisme passe trop de temps à digérer ce que nous consommons, il n'a plus le temps pour nettoyer tous les organes qui vont s'intoxifier au fur et à mesure de notre alimentation ? Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que le corps est une belle machine qui gère ses priorités.
sauf que ces priorités n'est pas forcément celle que nous, on pense que c'est ou que les médecins pensent que c'est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui va encrasser l'organisme? Ça va être l'alimentation qui n'est pas adaptée, ça va être des alimentations justement qui sont difficiles à digérer, comme les viandes, comme les produits laitiers, même comme les céréales. Parce que les céréales, ça colle, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est autant de déchets qui ne peuvent pas être évacués. Tout ce qui vient de l'eau, c'est-à-dire les déchets, quand vous buvez de l'eau du robinet, c'est tout ce qui est médicaments, tout ce qui est pesticides, tout ce qui est traitement chimiothérapique, tout ce qui est pilules contraceptives, etc. Tout ce qui est la pollution, tous les médicaments que vous prenez, tout ça, ça a un impact sur l'organisme. Donc cet impact-là, il faut le prendre en compte et il faut de temps en temps dire à son organisme, ok, je sais que tu es là, tu n'es pas juste un outil qui me sert d'aller à un point A à un point B, c'est ce qui me permet d'être en vie. Et du coup, si lui fonctionne bien, forcément tout fonctionne bien. C'est un petit peu comme si vous mettiez du diesel dans une voiture essence. Il y a un moment donné, ça bug, c'est obligé. Et bah, si vous ne mettez pas les bons nutriments dans l'organisme, et bah, c'est pareil, il y a un moment donné où ça bug. C'est qui veut aller loin ménage sa monture. C'est un peu ça, oui. Okay. Quelles sont les différentes formes de jeûne qui existent? Alors, il y a le jeûne hydrique, d'accord, qui est en fait, on ne mange pas du tout, mais par contre, on a le droit à des tisanes ou en tout cas à de l'eau. Ensuite, il y a le jeûne sec, où là, c'est ni l'un ni l'autre, pas d'eau, pas d'aliments. Et après, on a le jeûne, c'est une alternance jeûne sec, jeûne hydrique, c'est-à-dire qu'on fait un jour un jeûne sec, le lendemain un jeûne hydrique, on repart sur un jeûne sec, etc. Est-ce qu'on peut aussi espérer des bénéfices de jeûne que certains appellent intermittents, par exemple une journée dans la semaine ou de 20h le soir jusqu'à midi? Alors, le jeûne est toujours le bienvenu pour l'organisme, sauf qu'aujourd'hui, les gens ont tellement l'habitude de manger que ça en devient angoissant de ne pas manger, justement. Donc du coup, c'est assez compliqué pour les personnes de se dire, bon, je fais un jeûne parce qu'ils ont peur d'être en manque, d'être carencés, etc. Moi, souvent que je leur dis avant de faire un jeûne, de faire une monodiète, d'accord? Donc de partir pendant 3 jours, de faire par exemple que des pommes, monodiète de pommes ou monodiète de poires. Déjà, ça va permettre de nettoyer, mais ils vont quand même avoir le côté où ils mangent. Après, l'intérêt du jeûne, c'est de nettoyer. Donc après, qu'on fasse un jeûne sur une journée par semaine, par exemple, ou alors 3 jours par mois, ou alors même une semaine par mois, c'est toujours intéressant. Moi, ce que je dis à mes patients, alors là, je me bats un petit peu avec la médecine, mais ce que je dis à mes patients qui sont en chimiothérapie, et ça commence à être reconnu et je suis contente, c'est que faire un jeûne 3 jours avant une séance de chimio et le jour de la chimio, permet non seulement d'aider la personne à mieux supporter la chimiothérapie, c'est-à-dire ne pas être en nausée, d'accord, et également à optimiser les effets de la chimiothérapie. Tout simplement parce que la théorie, en tout cas les croyances qu'on en a, c'est que le jeûne permet aux cellules saines de se protéger puisque l'organisme, il a sa mémoire ancestrale. Donc il a toujours connu des périodes de disette. Donc il sait résister à ces périodes de disette et les cellules saines savent se protéger, en tout cas se gérer dans ces moments-là. Ce qui n'est pas le cas des cellules tumorales qui, elles, ont besoin d'énormément de carburant pour fonctionner. Donc du coup, les cellules saines, paf, elles se mettent en mode un petit peu repos, je me protège, etc. Alors que les cellules tumorales, qui elles ont besoin d'énergie, dès que la chimio va arriver, et elles vont être beaucoup plus flinguées et les gens supportent beaucoup mieux la chimio. Ça, c'est indéniable. Alors, tu nous as parlé du retour d'énergie que le jeûne peut apporter. Là, tu viens de parler d'un bénéfice par rapport à la chimio. Quels sont les autres bénéfices que nous pouvons attendre de jeûnes plus ou moins réguliers dans notre vie? Les pertes de poids, pour les personnes qui sont en excédent de poids. Après, ça va dépendre, ça va dépendre vraiment de tout à chacun, parce qu'on réagit tous différemment, donc c'est assez difficile de répondre à cette question-là. Mais globalement, je dirais effectivement, c'est ça, c'est principalement le retour d'énergie, et puis le fait qu'on se sente léger, qu'on n'a plus cette impression d'avoir la tête dans du coton. Parce que des fois l'alimentation a tendance à justement nous faire somnoler après les repas. Là au contraire, on a un esprit qui est hyper clair, qui est hyper rapide, qui est... c'est tac-tac, on arrive à percuter tout de suite et du coup on a l'impression qu'on peut déplacer des montagnes, mais réellement. Hein. Donc du coup ça permet de booster, ça permet d'aller de l'avant et moi je demande que ça. Hein. Alors, je peux témoigner que pour avoir fait plusieurs semaines de jeûne, effectivement, les 48 heures sont difficiles à passer, pas pour tout le monde. Ça dépend, ouais. Et qu'au bout de 48 heures, je faisais des randonnées et je courais dans les randonnées, tellement l'énergie. Donc c'était intéressant de voir aussi la différence qu'il y a entre, encore une fois, le présupposé qu'on a et la réalité de l'expérience. C'est ça, c'est pour ça que moi j'invite vraiment les gens à expérimenter ce qu'ils lisent.
C'est-à-dire que tout ne convient pas à tout le monde. Ça, je l'entends et je suis la première à effectivement le dire. Tout ne convient pas à tout le monde. Et par contre, il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous, ou en tout cas ce que vous en ressentez, et il n'y a que par l'expérience que vous pourrez le savoir. La théorie, ça reste une théorie. Si vous ne l'avez pas expérimentée, vous ne pourrez pas savoir si elle vous convient ou pas. Et moi, j'ai des personnes qui vraiment ont mis en pratique ce que je leur ai dit et qui m'ont dit « Ah oui, mais maintenant, ça y est, je vois ce qui me convient, ce qui ne me convient pas », et qui toujours disent, avant de porter un jugement, disent vraiment « J'expérimente ». C'est pas que je suis contre ça, c'est juste que moi, ça ne me convient pas. Voilà. Avant de se quitter, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais nous partager par rapport à cet aspect de l'alimentation ? Oui, je voudrais attirer l'attention sur les jus, les cures de jus, parce qu'on en entend de plus en plus parler. Il y a des entreprises qui sont spécialisées justement pour les cures de jus à domicile. Donc c'est vraiment quelque chose moi, qui me tient à cœur parce que je trouve que c'est un outil qui est absolument formidable. Moi personnellement, je l'utilise pour les patients que j'ai qui sont marathoniens, entre autres. Je les colle à des shoots de jus un quart d'heure avant la course à pied. Donc là, je vois d'office les sportifs, ils vont me dire « Ah non, mais ils vont vomir ou c'est pas possible ». En fait, non. Parce que le jus, l'avantage du jus, c'est qu'on enlève les fibres. C'est-à-dire qu'on prend, on fait un cocktail, alors de fruits, de légumes, etc. On passe tout ça dans un extracteur, donc à rotation lente pour éviter l'échauffement des vitamines et des enzymes, donc du coup d'avoir cette perte nutritionnelle. On fait un gros shoot. Et il n'y a pas de système digestif qui se met en place. C'est-à-dire que le fait qu'on enlève les fibres, l'estomac ne travaille pas, l'intestin ne travaille pas. Par contre, dans les 15 minutes, il a passé la barrière intestinale. Ça arrive il a passé la barrière de l'estomac, il arrive directement dans l'intestin et tous les nutriments, les vitamines, l'eau même, etc. passent dans les villosités intestinales et ça fait vraiment un shoot d'énergie et de vitamines. Et moi, c'est un outil que je trouve vraiment formidable pour les personnes notamment qui n'ont pas forcément le temps de manger à midi ou des choses comme ça. Et plutôt que de manger sur le pouce un sandwich qui leur font même pas envie, et l'avantage, ils se font un gros thermos par exemple de jus, ils emmènent ça, je peux vous garantir que vous n'avez pas faim, hein, parce que le corps il a ce qu'il a besoin, il a ce dont il a besoin, et du coup il n'a plus besoin de réclamer autre chose, quoi. Donc, Du coup, ça me vient une question. Là, tu parles de jus fait avec des machines spéciales, des juiceurs. Et puis à côté, il y a des gens qui font ça mais qui le livrent. Donc déjà, il y a un délai supplémentaire peut-être entre le moment où c'est fait et le moment où c'est consommé. Et puis il y a les jus que les gens connaissent dans les rayons des supermarchés. Quelle vigilance je dois avoir par rapport aux jus que je vais ingurgiter ? Donc effectivement, ils n'ont pas les mêmes propriétés tous. L'idéal de chez Idéal reste le jus frais à la maison par l'extracteur, parce qu'au moins voilà, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de pasteurisation ou de flash pasteurisation qui est faite. Ensuite, dans les cas des jus livrés à domicile, généralement, ils vous livrent des cures, c'est-à-dire que ça arrive par paquet d'une semaine en fait. Comme ça, vous n'avez pas à attendre. Il reste très cher, enfin moi je trouve ça exceptionnellement cher. Je ne sais pas exactement ce qu'ils mettent dedans, je pense qu'il doit quand même y avoir un peu des conservateurs, parce que sinon je ne vois pas comment ils peuvent les tenir. Et après vous avez les jus faits en supermarché. Alors dans les jus faits en supermarché, moi je dissocie les jus de magasins bio et les jus de GMS, donc de magasins de grande surface. Parce que dans les grandes surfaces, généralement c'est des jus, alors déjà c'est pas du bio, c'est des jus avec conservateurs qui sont éventuellement coupés avec de l'eau. Vous prenez le jus d'orange, il est juste mais hyper acide, c'est une horreur. Vous faites un jus d'orange à extracteur avec des bonnes oranges, mais c'est le jour et la nuit quand elles sont bien mûres parce qu'elles sont absolument pas acides, loin de là. Et après, les jus que vous avez en magasin bio, c'est des jus qui sont intéressants, par contre ils sont quand même pasteurisés. Même si c'est de la flash pasteurisation, on perd quand même une partie des enzymes et une partie des vitamines. Donc c'est un peu dommage, ça dépanne, ils ne sont pas pour autant inefficaces, mais voilà, il y a quand même un manque. Et puis de toute façon, tout ce qui est irradié de façon globale, en magasin de grande surface, c'est irradié. Dès que ça passe le bip-bip de la caisse, il y a du rayonnement, c'est irradié, et les enzymes, elles n'aiment pas trop ça. Voilà. Marie, merci pour toutes ces informations. Merci. Prenez soin de vous et belle vie. À bientôt. Au revoir.